Bon. Oh là. Jean s'est fait enculer ou quoi? Y a pas son message là. Bref. Non, faut pas trop que je touche à ça parce que ça tient plus du tout. À tout moment, vous le voyez tomber, il est en train de pendre là, mais bon. Bref. Du coup, merde. Hop. On va partir sur du réac. On va aller voir. Hop. La petite vidéo de Eiko. Voilà. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de réac là Ça fait 2 semaines. Attends. Ouais, ça fait 2 semaines, je crois. Hein. Ça commence à faire un petit moment quand même. Bref, on va partir direct. Parce que si ce que j'ai prévu se passe, du coup, ça va aller très vite. Bref, on va regarder ça. Du coup, notre enfance a presque disparu. Il a changé de titre entre temps, tiens. J'arrive pas à lancer la vidéo. Nintendo DS, Super Mario Galaxy sur Wii, GTA San Andreas sur PS2, les batailles de Beyblade dans les cours de récré, les échanges de cartes Pokémon où des mecs échangeaient des gigacartes de fou contre des vieux Wailord tout nul à chier parce que Wailord il a 200 PV et du coup il est super fort. Vas-y, donne-moi ton Darkrai niveau X qui est tout nul avec seulement 100 PV. Putain. Et malgré ça, je peux pas être en colère face à cette époque. Parce qu'au final, c'était vraiment le bon temps. Ouais, j'en parle avec beaucoup de nostalgie parce que c'était quand même trop bien de rentrer de l'école, d'oublier tous les devoirs que je devais faire et me poser devant ma console. En fait, c'est très simple. Quand j'étais petit, j'avais 2 occupations. Regarder des dessins animés et jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, anecdote hyper sympa, sur la télé, on captait la chaîne Nickelodeon, qui partageait le même numéro de chaîne que MTV. De 6h à 18h, c'était Nickelodeon, DBZ Kai, Blue Dragon, Avatar le dernier maître de l'air, et à partir de 18h, ça passait automatiquement sur MTV. Ce qui fait qu'en plein épisode de Bob l'éponge, ça pouvait switch direct sur une télé-réalité américaine mal doublée et tomber sur de gros plans de baise avec de grosses bandes de censure de partout. Bon, ça c'était chiant parce qu'à 6h30, je m'en battais les couilles, de vrai, tout ce que je voulais savoir, c'était la fin de mon épisode de Bob l'éponge en fait. Ceci dit, en dehors des dessins animés et des jeux incroyables qui sortaient sur console, il y avait un autre type de jeu incroyable. Et ça, c'est les jeux Flash. Si vous avez grandi dans les années 2000, vous connaissez sûrement les jeux Flash. Ce sont des jeux qui étaient directement dispo sur navigateur. Tu ouvrais Internet Explorer pour jouer directement sans aucun téléchargement. Il n'y avait qu'un mot à taper pour se retrouver devant une multitude infinie de jeux à tester gratuitement. Jeux.com, jeux.fr, avec X, sans X, il y a des centaines, voire des milliers de sites qui rassemblaient plein de jeux de tous les éditeurs différents. Newgrounds, Crazy Monkey, Armor Il y avait Games, tellement de jeux. Pour citer que les plus connus. Mais moi, j'ai joué à plein de jeux. Dans cette infinité de choix, c'était jeux.fr. Vous êtes peut-être déjà passé sur ce site. C'est celui avec le Yeti qui fait du snowboard. Un site qui rassemblait tous les meilleurs jeux Flash. Et bien sûr, j'avais mes jeux préférés. J'adorais les jeux de Stickman par exemple. Il y avait 2 catégories de jeux de Stickman. Les jeux dessinés à la Zub où il fallait généralement se battre. Et les jeux à scénario où t'avais des gigas cinématiques ultra badass de fou avec un Stickman en train de fumer sa clope avant de prendre son gun et de mettre des giga bassos dans des mafieux avec des meufs, avec des snipers et bref, truc de fou. Beaucoup trop de budget pour un jeu Flash. Mais pas que ça, il y avait aussi d'autres types de jeux. Écoutez la musique. Je vais me faire strike moi. Hein. Vous connaissez cette musique. Age of War, un jeu où tu dois battre ton adversaire à l'aide de ton armée qui va évoluer à travers les siècles. C'était vraiment trop bien. Des jeux sur la gestion d'armée, t'en avais plein. Sur les guerres mondiales par exemple, même en version Stickman, il y avait ce jeu de fou où tu faisais ton armée et tu pouvais prendre le contrôle d'un soldat que tu voulais et te battre dans la mêlée comme un soldat normal. C'était super bien pensé quand même. Mais t'avais aussi d'autres types de jeux qui étaient super populaires. Les Tower Defense par exemple. Combien de fois j'ai joué à des Tower Defense? J'ai tellement joué à ça. Il y a de grandes chances que vous connaissez sûrement le plus connu des Tower Defense. Balloons Tower Defense. Le jeu où tu places des singes qui doivent empêcher des ballons de passer. Ce jeu il est tellement connu que maintenant la série de jeux elle est sur Steam. Et le 6ème jeu de la série a plus de 243 000 évaluations sur Steam. Extrêmement positive. C'est presque 4 fois plus d'évaluations que le dernier jeu de Bethesda Starfield. Big boîte détenue par Microsoft, les gars qui ont fait Skyrim, donc c'est pas n'importe qui. Il y avait des jeux vraiment sympas, mais également plein de jeux hyper bizarres. Genre les jeux d'habillage de perso par exemple. Jamais compris ça. De 5 ans je trouvais ça chelou. Et même en dehors du concept, des fois les dessins étaient un peu chelous. Parce qu'en fait les gens qui faisaient ces jeux, c'était pas les gens qui possédaient les droits de la licence.
Et ça, c'est quand même le plus chelou dans les jeux Flash, c'est les contrefaçons. Parce que quand t'es gamin, t'idolâtres pas mal les personnages de fiction, et les jeux Flash, c'est le meilleur moyen de détruire l'image de tes persos préférés. Tenez, par exemple, vous connaissez sûrement Homer Simpson. Naïf, sympa, alcoolique, mais qui sait faire preuve de tendresse. Et ben là, dans Flanders Killer 6, boum! Allez, toi t'as plus de tête, et hop, le bras de ta mère, ça dégage. En fait, les sites de jeux Flash, c'était un peu comme YouTube. Tu postais ton jeu, et s'il était approuvé, tu pouvais recevoir de l'argent en fonction du nombre de gens qui y jouaient. Du coup, pour attirer tous les gosses sur ton jeu, t'avais deux options. Faire un jeu bien, ou faire un jeu avec des persos que les gosses y kiffent. Bob l'éponge, les Simpsons, le dernier maître de l'air, Dragon Ball, Spider-Man. Tiens d'ailleurs, en parlant de Spider-Man, regardez-moi ce jeu. Trop la classe, le menu avec l'image et tout, et boum! Le jeu. Vraiment, je vois pas la diff avec les jeux de maintenant. Hein. D'ailleurs, C'est exactement pareil. Écoutez la musique. Et ouais, c'est pas du tout une musique qui existe déjà et qui a été volée. Hein. Pas le droit sur la musique, pas le droit sur la licence, et même le droit sur rien en fait, parce que même le gameplay, c'est juste un jeu qui a été volé et ils ont rajouté un skin Spider-Man dessus. C'était vraiment le Far West en fait. Et je dis pas c'était le Far West parce que c'était le bordel, sinon j'aurais juste dit c'était le bordel. Non, c'est littéralement le Far West. Tenez, vous avez déjà entendu parler de Gold Hill ? En 1858, on a découvert que le Colorado était rempli d'or et ça va attirer énormément de personnes des quatre coins du monde qui vont tout quitter pour trouver cet or et tenter de devenir extrêmement riches. T'as des mineurs qui vont rester isolés dans une cabane et d'autres qui vont former des groupes. Et du coup, ces gens-là qui viennent de former des petits groupes, ils vont avoir besoin de quoi se loger près des mines pour pouvoir y travailler la journée. Gold Hill, c'est un des premiers villages construits au Colorado dans le but d'y trouver de l'or. Ce village, c'était un regroupement de gens chacun avec un passé différent, d'un pays différent, tous venus dans le seul but de quitter leur ancienne vie et de réaliser leurs rêves les plus fous grâce à l'or. Et pour beaucoup de créateurs de jeux Flash, c'était exactement pareil. Pour beaucoup, c'était un passe-temps, ils avaient un métier à côté. Mais quand on a découvert l'or que pouvaient apporter ces jeux, beaucoup vont quitter leur taf et se lancer dans cette aventure dans le but de toucher l'or et réaliser leurs rêves les plus fous. Certains, ils vont essayer de faire ça seuls dans leur chambre. Et comme pour... Ah, ça me rappelle des souvenirs, cette image, hein. Après, je... Gold Hill, certains vont former des groupes et essayer de travailler ensemble. 150 ans après, c'est exactement le... Je comprends pas, t'aimes pas Scratch, Cookie? Ah là, c'est pas les mêmes logiciels. Ah, le même pattern qui se répète. Pour quelque chose qui pourtant semble tellement différent quand on le regarde de loin. Et du coup, c'est aussi cet engouement qui a créé autant de diversité et de variété. Je vous ai parlé du jeu Spider-Man qui a littéralement tout volé pour faire un jeu super nul, mais regardez ça, Epic Battle Fantasy, une série de JRPG inspirée de Final Fantasy qui est devenue une véritable licence avec ses propres graphiques, ses propres spin-offs et surtout ses propres musiques. Nous sommes dans un jeu de fantasy, dans un monde post-apo, veuillez accueillir l'unique instrument légendaire, la flûte. Ok, vous n'êtes pas convaincu? Alors c'est parti. Faites péter les basses. Au moins, ils ont pas de copyright sur les musiques. Ça, je peux vous dire que pendant 6 heures d'affilée, sur les haut-parleurs de l'ordi du salon des parents, quel plaisir. Vous pouvez tomber sur des giga-jeux de fou ou sur des trucs ultra chelous. Et des fois, à la limite du jeu pour adultes. Voire même littéralement des jeux pour adultes, en fait. Regardez, moi, je viens de la campagne et j'avais un pote qui habitait dans une ferme, qui adorait les animaux. Je peux vous dire qu'il s'attendait pas du tout à tomber sur ça quand il a cliqué sur la section jeux cochons de jeux.fr. D'ailleurs, je vous dis ça, mais les gamins un peu trop curieux de ma classe qui voulaient savoir ce que c'était, les trucs pour adultes, au lieu de taper X-Hamster dans la barre de recherche, qui là aussi n'a aucun putain de rapport avec les animaux, bah ils tapaient juste jeux.fr. Parce que c'était beaucoup moins cramé quand tes darons faisaient une petite fouille rapide de l'historique. Quoi? Certains d'entre vous le savent, mais quand j'étais gamin, je jouais énormément à Battlefield Heroes. Et bien j'ai commencé à jouer à Battlefield Heroes parce que j'avais vu un bandeau de pub sur le site jeux.fr. Et je vous ai pas encore parlé du jeu sur lequel j'ai sans doute passé le plus de temps. Ça me dit rien, moi. Swords and Sandals 2. Un jeu d'arène au tour par tour où tu dois gagner des combats, passer des niveaux, stuff ton personnage et devenir le plus fort des gladiateurs. C'était vraiment un jeu de fou en fait. Pas très beau, hyper répétitif, super mal équilibré, mais quand j'étais petit, j'en avais rien à foutre. Et j'ai même pas encore parlé des jeux Flash à licence officielle. Pas des contrefaçons, non. Des vrais jeux officiels avec budget. Les jeux Flash Bionicle sur les sites Lego. Les jeux Flash Adventure Time sur le site de Cartoon Network. Il y en avait pour tous les goûts, c'était vraiment la folie. Ceci dit, plus le temps passait et moins je passais mon temps sur les sites de jeux Flash. Au bout d'un moment, tu passes à autre chose. Et quand tu retournes sur les sites de jeux Flash, c'est par nostalgie. Pour te donner un petit shot de souvenir qui te propose... Après les jeux Flash, moi j'étais parti sur Dofus. La chute inévitable des jeux Flash. Et tout va commencer avec l'arrivée des jeux mobiles.
Les jeux Flash à la base c'était le meilleur moyen d'avoir accès à des jeux gratuitement. Mais ça c'était avant l'arrivée des jeux mobiles. Parce que ouais, avec les milliers de jeux incroyables disponibles gratuitement, c'était beaucoup plus simple pour un gamin de jouer directement sur téléphone. Et en plus d'être plus simple, c'était aussi beaucoup plus qualitatif. Fini les contrefaçons chelous par milliers, l'App Store et le Play Store, c'est des endroits beaucoup mieux contrôlés. La technologie des écrans tactiles rendent les gameplays simples et intuitifs. Et surtout, avoir son jeu sur son téléphone, ça permet aussi de sauvegarder sa progression. Parce que oui, sur les jeux Flash, si tu rafraîchis la page, tu perds 100% de ta progression. Ce qui est hyper frustrant quand tu passes toute l'après à faire un truc, une fois le soir. Oh, mais arrivé, les jeux Flash, tu peux tricher facilement. Faut fermer la page. D'ailleurs aussi sur téléphone, tu peux choisir la langue d'un jeu. Les jeux Flash, il y avait principalement pas d'autre langue que la langue de base. Donc soit tu avais de la chance et c'était en anglais, et bah de la chance vite fait parce que tu comprenais que dalle, mais au moins tu savais lire l'alphabet. Et quand t'avais pas de chance, bah c'était un alphabet juste, bah c'est pas le tien quoi. Donc bonne chance. En fait, les jeux mobiles, c'est comme si t'avais une Nintendo DS avec des jeux gratuits disponibles qui se mettent à jour régulièrement en ajoutant du contenu pour faire durer le plaisir à l'infini. Et en face de ça, les sites de jeux Flash, ils peuvent rien faire en fait. Et ce qui va définitivement enterrer la création de jeux Flash, c'est la mise à mort de Flash le 31 décembre 2020. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'on disait jeux Flash parce que c'était des jeux faits à la Zub, à la va-vite, à la Flash quoi, rapidement. En fait, je pensais exactement pareil au début. Parce qu'en fait, ils tournent sur Flash. Ils tournent grâce à Adobe Flash. Les plus grands navigateurs du monde étaient compatibles avec Flash et ça permettait à ces jeux d'exister. Sauf qu'en 2017, Adobe annonce que le 31 décembre 2020, Flash ne sera plus mis à jour et que donc les navigateurs allaient arrêter de le supporter. Pour Adobe, c'est des ressources qui étaient investies dans quelque chose qui, avec le temps, était devenu obsolète. Les langages de programmation avaient évolué. Flash, qui avait été une révolution à sa sortie, n'était pas assez performant pour rivaliser avec les différents concurrents. Déjà en 2010, Steve Jobs, le créateur d'Apple, a tiré une énorme balle sur Flash dans une lettre où il explique pourquoi Flash ne sera jamais intégré sur iPhone. Et là on pourrait se dire que c'est que pour iPhone et que c'est pas si grave parce qu'il y a plein de gens qui sont pas sur iPhone et qui sont sur mobile, mais c'est en 2012 que Adobe va arrêter ses efforts pour rendre Flash compatible avec les téléphones Android. Parce qu'en fait c'est tout bonnement trop dur. C'est tout bonnement trop dur de rendre Flash compatible comparé à HTML5 par exemple, qui est beaucoup plus simple à intégrer et qui comporte beaucoup moins de failles de sécurité. Oui, parce que Flash était aussi de nombreuses failles de sécurité. En 2015, Adobe avoue ne pas être capable de régler toutes les failles de sécurité que génère Flash. Et ça va être un immense problème parce qu'il y a beaucoup de sites qui utilisent encore Flash. Que ce soit pour faire tourner des jeux ou simplement lire des films en fait. Ils vont migrer l'intégralité du contenu vers HTML5. Parce que YouTube ne peut pas se permettre d'avoir des failles de sécurité qui viennent directement de leur lecteur de vidéo. Et derrière, il y a Chrome par exemple qui va directement désactiver le plugin par défaut dans le navigateur. Flash, ils ont perdu la confiance des plus grandes entreprises, des plus grandes marques. Et donc c'est inévitable en fait. Je vous l'ai dit, en 2017, ils annoncent qu'ils arrêtent de travailler sur le projet. Et le 31 décembre 2020, Adobe va couper Flash de manière définitive. Et déjà en 2017, l'annonce de la mise à mort de Flash va forcer tous les studios de jeux Flash à changer de direction. Beaucoup d'entre eux vont mourir dans l'indifférence la plus totale. Et d'autres ne vont pas avoir le choix que de devenir des studios de jeux mobiles. Car ouais, au final, beaucoup de jeux Flash, c'est simplement des jeux mobiles qui sont sortis avant l'arrivée du mobile, avant l'arrivée des smartphones. Des jeux courts, des jeux amusants pour des petites sessions de jeu, un gameplay simple, facilement jouable sur téléphone, mais sans tout ce qui terrifie l'industrie du jeu vidéo. Pas de microtransactions, pas de système de pay to win, pas de lootbox à outrance qui te pompe ton fric. Juste des petits jeux. Des petits jeux simples, souvent un peu moches, faits avec les moyens du bord quoi. Mais il faut pas oublier que quand même parfois c'était fait en totale illégalité en volant des personnages et des licences pour faire du clic. Très souvent quand même. En cherchant des sites de jeux Flash pour cette vidéo, j'ai d'ailleurs pas mal vu que beaucoup d'entre eux étaient devenus des sites de jeux mobiles sur PC. Subway Surfer, Temple Run, Jetpack Joyride, tous les jeux auxquels on jouait au début des années 2010 en fait. Les sites ils ont dû s'adapter, les développeurs aussi ont dû s'adapter, beaucoup n'ont pas réussi à passer cette transition. Et avec Wayback Machine, vous pouvez encore visiter les vieilles versions des sites qui ont bercé notre enfance. Verser une petite... En pensant que maintenant, juste en allant sur un site, tu peux jouer à un triple A. Bref, des trucs comme ça, quoi. Envers cette époque pour laquelle on a encore de la sympathie. Visiter ces sites poussiéreux, délaissés, autrefois le centre d'activité de centaines de milliers de personnes, et aujourd'hui, comme Gold Hill, de véritables sites fantômes. Et en vrai, je pensais que ça allait s'arrêter là. Je pensais, mais pas du tout en fait. Je pensais ne plus jamais pouvoir jouer à mes jeux préférés, mais c'est pas vrai. Parce que grâce à une poignée de mecs acharnés, on peut encore jouer à nos jeux préférés. Mike Welch, c'est un ancien employé de chez Newgrounds, un site ultra connu qui héberge des centaines de milliers de jeux Flash. Et en 2017, Mike Welch, il apprend que Flash va mourir et dans l'ombre, il décide de créer un émulateur qui permet de lire les jeux Flash directement sur les navigateurs d'aujourd'hui. Sans toutes les failles de sécurité, sans se faire bloquer par les navigateurs. Avec une poignée de bénévoles, Mike Welch lance son émulateur, Ruffle, et qui nous permet encore à l'heure actuelle de jouer à
à tous les jeux qui ont bercé notre enfance. Vous n'avez même pas besoin de le télécharger, vous tapez juste le nom de votre jeu préféré et vous allez trouver un site qui le fait tourner grâce à Ruffle. Il y a plein de sites qui marchent grâce à Ruffle. Moi pour cette vidéo j'ai beaucoup utilisé Crazy Games qui regroupe énormément de jeux Flash, mais vous pouvez également aller sur Flashpoint qui regroupe 160 000 jeux Flash et vous pouvez encore y jouer aujourd'hui grâce à Ruffle. Ça, c'est aussi il y a du simple choix. que ça. Alors ouais, je sais, c'est pas le retour de l'ère des jeux Flash. Non, les studios ils vont pas recommencer à créer des jeux Flash, mais les jeux Flash ne sont pas morts. Ruffle, c'est une bulle temporelle. C'est une bulle qui nous permet de nous transporter dans une époque qui est figée, dans quelque chose qui ne bougera pas. C'est un pur shot de nostalgie. Et je sais pas ce que vous avez prévu de faire, mais moi j'ai rendez-vous avec mon passé. Pas mal. Galaxy Life. Oh putain, ta race. J'y jouais à la médiathèque. De feu, Galaxy Life. Pas sortir des noms comme ça sans prévenir, hein. C'est dangereux. Ouais. Pas fatigué. Juste, je somnole. Par contre, je sais pas si un jour j'aurai une réponse d'MC. J'ai envoyé un message il y a 2 heures. Il est mort. Hein. Actuellement, aucune réponse. My Little Farming. J'ai jamais joué, ça me dit rien. J'ai envoyé un autre message à MC. Attends, 2,30, 1,30. Hop. Voilà. Un homme nu et coincé dans un chaudron doit gravir une absurde montagne, visiblement créée par une personne qui déteste les hommes chaudrons et il doit le faire uniquement à l'aide de son fidèle marteau. Getting Over It défie toute forme de logique. C'est sans trop de doute un des jeux vidéo les plus improbables jamais créés, un jeu qui, très franchement, Oh, y a plus improbable pas quand même. grand chose pour réussir et pourtant, si vous aviez un abonnement internet en 2017, il n'a techniquement pas pu vous échapper. La seule et unique mécanique de Getting Over It consiste à manœuvrer cet encombrant marteau à l'aide de votre souris et c'est à peu près tout. Mais la particularité, c'est que c'est aussi terriblement contre-intuitif. Je vais avoir du mal à vous décrire la sensation des premières minutes de jeu, mais vous avez déjà eu l'impression de n'avoir branché que la moitié de votre cerveau? Bah, c'est à peu près la même chose, et le mot qui résume le mieux cette expérience, c'est clairement le mot frustration. Ah, grosse force. D'autant que ça ne s'arrange pas avec le temps, après avoir surmonté la première section du jeu, c'est ici que la vraie torture commence. Des pièges, partout, tout le temps, et un narrateur qui ne manquera pas une occasion de vous jeter une petite crotte de nez au visage. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Et c'est ça, ce côté exaspérant, frustrant, presque sournois qui a fait le succès de Getting Over It. Qui a fait de Getting Over It le récipient idéal pour une vidéo YouTube divertissante. Oh putain! Mais non, vas-y là, mais là! Ah, y a des claviers et des souris qui ont été cassés. Hein. Ah oui, Et puis, on a entendu les touches tomber. plus rien. Getting Over It s'est évaporé aussi vite qu'il est apparu englouti dans le tourbillon sans fin du contenu en ligne. Le monde entier y a joué, puis le monde entier l'a oublié.
À l'exception d'une poignée de personnes. Des personnes qui apprécient finir leur jeu vidéo le plus rapidement possible et qui n'ont pas vu Getting Over It comme une salle de torture d'1,3 gigaoctet, mais plutôt comme une toile vierge. Un défi une à merde de relever, jeu. une montagne à conquérir et peut-être même une chance de marquer l'histoire du speedrun. Il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres et c'est aussi le cas dans le maniement du marteau chaudronique puisque seulement quelques jours après la sortie du jeu, une personne sort déjà du lot. Son nom c'est Lumonen et le 8 octobre 2017, il est celui qui va poster le tout premier speedrun de Getting Over It avec un chrono de seulement 8 minutes et 47 secondes. Pour l'époque, c'est honnêtement très impressionnant. On parle d'un jeu qui C'est pas vient mal. tout juste de Pour sortir un jeu qui et vient de prend sortir, des jours, voire des semaines à être terminé par la majorité des joueurs. Et ce qui est remarquable, c'est que dans sa run, Lumonen ne triche pas. Il fait face aux mêmes obstacles que le reste des joueurs. L'arbre mort, Ouais, no les glitch rochers, et tout. la cheminée du diable, l'infâme mur vertical, la grue, la pile de meubles et puis l'enfer orange, l'église, la montagne enneigée et finalement, l'espace. Ouais, no glitch. En dehors d'un skip majeur, le slide skip qui permet de s'éviter une toute petite partie du niveau, Ah, ok. Lumonen suit exactement la même route que n'importe quel autre joueur. Et en vérité, c'est normal puisque dans le speedrun Getting Over It, il n'existe pas d'autre route. La seule chose qui différencie Lumonen des 3 millions de personnes qui ont acheté le jeu, c'est son savoir-faire dans le maniement de cet étrange marteau. Et si pour ces 3 millions de personnes, finir le jeu en seulement 8 minutes 47 paraît déjà assez fou, bah pour Lumonen, ce n'était que l'échauffement. Pendant l'entièreté de l'année 2017, il va régner en maître sur ce speedrun. Son record ne sera battu que par lui-même jusqu'à finir l'année le 30 décembre sur un solide 2 minutes et 4 secondes. En l'espace de 3 mois, il a oblitéré son propre record, mais pas en ayant découvert de nouveaux skips majeurs ou une nouvelle façon de jouer, non, juste en devenant meilleur dans ses mécaniques si particulières. Alors, Ah, qui il est plus d'autre que rapide. lui pour franchir la barrière des 2 minutes? Probablement personne. Ah bah si. Le 12 janvier 2018, une run d'1 minute 56 est postée et pour la première fois dans l'histoire du speedrun Getting Over It, elle n'est pas postée par Lumonen. Elle est postée glitchless, quand par même. Distortion 2. Et ça va avoir deux effets. Déjà, ça va énerver Lumonen qui va reprendre sa première place seulement quelques jours plus tard avec un 1 minute 44, ok, mais surtout le fait que Distortion 2, bah, c'est pas n'importe qui. C'est voire déjà- le speedrunner le plus suivi au monde et lorsque entendu son pseudo. Distortion commence à s'intéresser à un speedrun, il ne vient généralement pas seul. Il apporte avec lui tout un public avide de compétition et ce qui était essentiellement un duel entre Lumonen et Lumonen va rapidement se transformer en une course à échelle Ah, t'es mal, le bordel. mondiale. Loch Ness pour la France, Moïda pour la Bulgarie, Renji pour la Norvège, Norishio pour le Japon, Stylo pour la Serbie. Des speedrunners talentueux provenant des 4 coins du monde qui vont lentement mais sûrement pousser Lumonen dans ses retranchements et peu à peu devenir meilleur que lui. Et ça, c'est surtout le cas de notre champion, Loch Ness qui, fin 2018, un an après Ah, la sortie Loch du jeu, Ness. s'empare de ce record et va le maintenir pendant des jours, puis des semaines et puis des mois. Sauf que ça ne descend plus vraiment. En fait, on est rendu à 1 minute 24 et il s'agit visiblement de la limite humaine. Si proche, mais à la fois si loin de la dernière barrière c'est de toujours Getting possible. Over It, la barrière symbolique d'1 minute. Finir ce qui est considéré par beaucoup comme un des jeux les plus difficiles de tous les temps en seulement 60 secondes. Mais le record semble figé. Plus rien ne se passe jusqu'à l'arrivée du TAS. Le TAS, c'est l'idée de créer une run via un émulateur à l'aide d'outils inaccessibles aux joueurs pour s'affranchir de nos limites humaines et pouvoir découvrir ce qu'un robot au potentiel illimité pourrait produire. Et dans le cas de Getting Over It, Ah si, le il peut TAS apprendre à affiche l'infini. un nouveau record de 38 secondes. C'est assez fou, mais c'est pas vraiment son temps qui nous intéresse. Pour un être humain, c'est de toute façon pas envisageable. Non, ce qui est fascinant bah là. avec ce TAS, c'est la façon dont il joue. En fait, regardez, il n'y a pas 36 façons de déplacer un monsieur dans un chaudron avec un marteau, hein. Il y en a 2. La première, c'est le full spin. C'est la façon classique de jouer à Getting Over It. De grandes rotations de marteau tout autour du personnage en le tenant le plus éloigné possible du corps pour se projeter lentement mais sûrement le plus loin possible. Ça C'est un prend du- mouvement
relativement ample mais précis Ça dans prend lequel du on temps. va chercher un minimum de friction entre le marteau et le décor. L'autre façon de jouer, elle est beaucoup moins utilisée parce que beaucoup plus difficile à maîtriser. Ça s'appelle le no-spin ou tapping et c'est l'inverse total en fait. Ici, pas de rotation de marteau, il est gardé près du corps et on va plutôt venir taper le sol très fréquemment pour se propulser. Et ce qu'on remarque, c'est que le TAS n'utilise pratiquement que la deuxième option. Et Oh, le c'est wall. cette découverte qui va fragmenter les speedrunners en deux catégories opposées. D'un côté, les boomers, et oui, c'est le nom officiel, qui ne jurent que par le full spin, comme tous ceux dont je vous ai parlé jusqu'à présent, et de l'autre, les zoomers, souvent arrivés plus tard, qui du coup ont pu apprendre ce speedrun en s'inspirant du TAS et qui eux utilisent un maximum de nos spins. Et je crois qu'il est temps de vous présenter l'un d'entre eux, Blast Bolt. On est en septembre 2018 et Blast Bolt poste sa toute première run, les droits. 1 minute et 37 secondes. Il est assez loin du top 10, mais son style de jeu, basé quasi entièrement sur du no-spin, semble vraiment prometteur. En fait, le seul problème, c'est que c'est un style beaucoup plus risqué, qui conduit à beaucoup plus d'erreurs, donc ce qui lui manquerait, ce serait de le perfectionner, sauf que dans Getting Over It, la perfection n'existe pas vraiment. Et s'en rapprocher, ça prend beaucoup de temps. Mais ça ne l'arrête pas. Blast Bolt est persuadé que le no-spin peut faire bouger les choses, peut bouleverser les records établis et le temps semble lui donner raison parce qu'après plus d'une année à perfectionner son style et à lentement gratter des places dans le classement, il va finalement s'emparer du record du monde avec une magnifique run d'1 minute et 14 secondes. Mais ça ne suffit pas. Tout ça, pour lui, ce n'est rien de plus qu'une étape. En fait, les speedrunners ont toujours eu une étrange obsession pour les barrières symboliques. 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, plus le chiffre est rond, plus ça semble excitant. Et Bah ouais. Blast Bolt n'est qu'à 14 secondes de marquer l'histoire du Ouais, mais speedrun. 14 Il secondes, vient c'est tout juste énorme. de s'asseoir sur le trône, de devenir le roi de Getting Over It, mais maintenant il Gratter faut régner. 14 secondes sur un speedrun, ça peut être très très long. Surtout un speedrun aussi court. Ça doit faire quoi? Un huitième? Un huitième du speedrun, il doit le skip. 1 minute 13, 1 minute 12, 1 minute 11, chaque mois qui passe, Blast Bolt semble améliorer son chrono d'environ 1 seconde. C'est comme si il ne pouvait pas s'arrêter de progresser. Et ne me demandez pas comment il est possible de passer plusieurs mois, plusieurs années à jouer tous les jours à un jeu aussi frustrant parce qu'à cette question je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que Blast Bolt, lui, ça ne semble pas le déranger du tout. Il continue de perfectionner ce savoir-faire qui ne lui servira dans aucun autre jeu, mais peu importe, parce que le jeu qu'il a choisi, c'est Getting Over It. Et le 6 avril 2021, après 3 années de progression, ce personnage, handicapé par son chaudron, dans les mains de Blast Bolt, il semble juste voler. Et le record explose. 1 minute et 5 secondes. À ce stade, Oh. oui, le rêve de briser cette dernière barrière. Là, ouais, ça est commence à- permis. Après tout, il ne reste que 5 petites secondes à gratter, ça doit pas être si compliqué Ah, si, que quand ça, même. non? Si. Ces 5 dernières secondes vont se révéler beaucoup plus compliquées que prévu. En fait, sur sa run d'1 minute 05, Blast Bolt ne fait aucune erreur. Et ça, c'est un problème, parce que ce que ça veut dire, c'est que pour encore améliorer ce record, le talent ne suffira plus. La force brute n'est plus une option et des milliers d'heures d'entraînement supplémentaires ne changeront rien à une run déjà parfaite. Non, ce qui lui manque désormais, ce n'est pas du savoir-faire, c'est du savoir tout court. Et de quoi je veux parler quand je vous parle de savoir dans un speedrun qui n'est ni basé sur la chance, ni sur des bugs, glitch ou skip majeur? Je veux vous parler de micro optimisation. La vérité, là. c'est que chaque section de Getting Over It nécessite une approche unique. Alors, chaque détail, chaque pixel vont être analysés par cette communauté pour savoir exactement où et comment frapper avec ce marteau sur chaque élément de décor. On parle de Gdoc de plusieurs pages pour théorie-crafter les pixels sur lesquels frapper sur l'arbre mort pour se propulser le plus loin possible. On parle du développement de techniques qui requièrent une précision millimétrique. Anvil Slam Pogo, Ad Jump, Superman Jump, Church to Tap, Pull Pogo horizontal, des dizaines et des On dizaines dirait de Rocket techniques League, ouais. qui, petit à petit, au
fil des mois, vont permettre à BlazBolt de gagner non pas des secondes, mais des millisecondes. Et quand je vous ai dit que les 5 dernières se sont révélées plus corsées que prévu, je ne vous ai pas menti, puisque nous sommes désormais en 2023, le jeu a été analysé dans ses moindres détails, le gameplay de BlazBolt est juste irréprochable, mais cette barrière n'est toujours pas brisée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est possible que ce ne soit pas humainement possible. Et le problème, c'est que pour le savoir, il n'y aurait qu'une seule solution. Il faudrait que BlazBolt lance des parties à l'infini sans vraiment être sûr qu'un jour ça puisse passer. Ce serait juste de la pure folie, et c'est précisément ce qu'il va faire. Il va le faire pendant tout le mois de janvier et février, il va le faire pendant tout le mois de mars et avril, jusqu'au 27, où BlazBolt lance une nouvelle partie, et je crois que pour une Oh, ça doit être tellement 6 années. satisfaisant. Ça a pris 6 années pour fabriquer cette petite œuvre d'art de 59 secondes de pure perfection qui, pour moi, est une des plus belles runs de l'histoire du speedrun. Et je sais déjà que certaines personnes ne manqueront pas de me dire que ce n'est rien de plus qu'une perte de temps et d'énergie sur un jeu grotesque, mais je crois qu'on peut aussi y voir quelque chose de... Par contre, le nombre de jeux où tu peux passer sous la barre des 1 minute, mais ça doit être genre une pincée de jeux. Vraiment. Le nombre de jeux speedrunnables où tu peux finir le jeu en moins de 1 minute, doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Très différent, parce que Getting Over It est une épreuve de frustration, un jeu qui semble conçu pour briser En les no glitch, volontés, je parle. et tous ceux qui s'y sont frottés pourront confirmer. Mais j'ai été surpris de me rendre compte que seulement 8% des personnes qui ont acheté le jeu l'ont terminé. Et oui, d'accord, c'est un jeu terrifiant, mais ça reste tout de même un pourcentage assez faible. Et je crois que voir BlazBolt lui rouler dessus en seulement 59 secondes, ça ne nous montre pas que l'histoire d'un bonhomme dans un chaudron qui va vite. Ce que ça nous montre, c'est que les défis qu'on peut trouver insurmontables aujourd'hui, à force de travail et de détermination, sont des défis qui pourraient nous sembler insignifiants demain. Et je crois que ça ne s'applique faut être pas déterminé, que dans hein. Getting Over It. Ah, faut être déterminé, hein, par contre, parce que gagner des millisecondes par milliseconde par milliseconde en plusieurs mois, c'est... Ah, faut être déter. Hein. Hop, c'est l'avant. Bang! Je pense qu'on va partir pour une nouvelle vidéo. Voilà, moi je vous dis. Oh. Ah. Bon, allez. La vie de Liefen en dehors, je sais même pas qui c'est. Liefen. On va voir, hein, mais je vois pas du tout qui c'est. On est en 2023 et Liefen vient d'accomplir la plus grande prouesse possible pour un joueur de jeu de combat. Il a gagné un Evo sur 2 jeux différents, un sur Super Smash Bros Melee et Pour ceux un qui ne sur connaissent pas. Guilty Gear Strive. Il rejoint donc la liste très fermée des joueurs ayant réalisé cet exploit et entre dans la discussion du meilleur joueur de l'histoire des jeux de combat. Le truc, c'est que Liefen, c'est pas un joueur comme les autres. Il a 3 particularités qui le distinguent du reste des joueurs. 1. Il est européen. 2. Il est très talentueux. Et 3. Il est détesté par une grande partie de la communauté. Aujourd'hui, on n'est pas là pour refaire l'excellente vidéo de Bronol sur sa carrière mêlée, mais laissez-moi vous parler de la double vie de Liefen, en dehors de Smash Bros, afin de poursuivre son véritable rêve, devenir le meilleur joueur de l'histoire des jeux de combat, peu importe le prix.
Leffen est un personnage complexe. Il est suédois et commence les jeux de combat en 2009 avec Super Smash Bros Brawl, mais découvre vite Melee, un jeu plus rapide, plus nerveux qui correspond plus à ce qu'il aime dans les jeux vidéo. Il se débrouille bien et son chemin va assez rapidement croiser celui de Armada, un autre suédois qui se paye le luxe d'être le meilleur joueur de Melee de l'Europe et qui va en quelque sorte prendre Leffen sous son aile pour un temps et le faire progresser à une vitesse affolante. Leffen a un excellent mindset et surtout un talent monstrueux. Et le truc c'est que Armada c'est pas n'importe qui sur Melee, c'est un des 5 dieux et celui considéré comme le plus fort sur cette ère. Pour les gens qui sont pas familiers avec l'histoire compétitive de Super Smash Bros Melee, faut se dire qu'entre 2010 et 2018 environ, il y avait que 5 gars qui gagnaient des tournois. C'était toujours les mêmes dans les phases finales et parmi eux se trouvait Armada, le seul européen du lot. Ouais, car pour le coup, si beaucoup de jeux trouvent leur public compétitif en Asie ou en Europe du Nord, et bah Melee c'est les États-Unis et c'est tout. Et encore plus à cette période-là. En 2011, Armada est le seul non-américain présent sur le ranking de l'année et d'ailleurs, bah il est premier. Bref, grâce à son entourage et à sa détermination, Leffen va de plus en plus grossir mais fait face à 2 problèmes. En Europe, le niveau est très faible et il n'a pas les moyens pour se déplacer souvent aux États-Unis. Et le deuxième problème, c'est que quand il se rend aux États-Unis, bah comme il y va avec Armada, il gagne jamais de tournoi, donc il gagne jamais d'argent. Bon, en réalité, c'est pas ses seuls problèmes parce que la haine que va lui vouer la communauté commence très tôt et d'une manière assez brutale. And this is why Leffen is the most hated man on Smash Bros. And he's actually living it up. Leffen, à cette époque, c'est le petit con talentueux à grande gueule de base. Il se moque des handicapés, propage des fausses rumeurs sur des membres de la communauté, insulte les nouveaux joueurs et est globalement au cœur d'un bon nombre de dramas au sein de la scène Melee. Et même si on va pas se mentir, Melee à l'époque, c'était pas la scène la plus gentille et bon enfant du monde. Pocket controller, dog. A pocket controller. Forfeit, my nigga. He forfeits. He forfeits. Hungrybox has to learn how to fucking play the game like a fucking man and quit being a faggot. Like, I know that's really mean, but it's true as fuck. Bah ça va pas empêcher Leffen d'être banni de la scène suédoise par Armada lui-même, qui a constitué un dossier sur lui en 2013, le dossier Evidence.zip. Bien sûr, Leffen est extrêmement démotivé, il pense que la punition est disproportionnée et délaisse la compétition sur Melee petit à petit. Sauf pour 2-3 tournois aux États-Unis, puisqu'il est pas banni aux États-Unis, il est banni que en Europe. Mais comme il peut plus s'entraîner, il va se concentrer sur d'autres choses. Il va trouver un travail et arrêter Super Smash Bros Melee. À ce moment-là, Leffen trouve un appart et s'installe en colocation avec un autre gars, qui s'appelle Sebastian Kaplan et qui est un gros joueur de jeux de combat traditionnels, notamment de Marvel vs Capcom 3 sous le pseudonyme de Bublan AB87. Et ce mec, il va faire découvrir les jeux de combat traditionnels à Leffen, qui va littéralement tomber amoureux du genre et mettre des milliers d'heures à s'entraîner sur Marvel vs Capcom, son préféré de l'époque. En 2014, le ban est terminé et il retrouve la flamme sur Melee, commence son ascension pour devenir le Godslayer, le premier et un des seuls joueurs de l'histoire à avoir battu les 5 dieux au sommet de leur forme, et il remporte même l'Evo 2018 en battant en grande finale Armada pour bien finir l'histoire. Si je me souviens bien, c'est à peu près là que se termine la vidéo de Bronol sur sa carrière, mais la vie compétitive de Leffen vient à peine de commencer. Donc quelques mois après l'Evo, Leffen participe à la DreamHack Winter 2018. Alors la DreamHack, historiquement c'est plutôt un tournoi de FPS qui accueille des tournois de Counter-Strike ou Rainbow Six par exemple, mais allez savoir pourquoi, les organisateurs de la compétition ils aiment bien Melee, donc ils mettent toujours un petit tournoi de Melee sur le week-end. Alors si cette année c'est assez petit, Leffen est le seul gros joueur présent et va bien sûr dominer le tournoi, mais pour le coup cette année il y a aussi du Dragon Ball FighterZ. Et Leffen, comme il joue pas mal au jeu qui est sorti en janvier de la même année, bah il décide de s'y inscrire et il va finir premier en battant le français Skill. Skill c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui avait top 6 à l'UFA quelques mois plus tôt, un super major de jeux de combat traditionnel. Il se passait quelque chose. Quelque chose qui ne plaisait pas à la communauté des jeux de combat. Parce que ouais, si Smash est considéré comme un jeu de combat, il y a toujours eu une espèce de rupture entre Smash et le reste de la FGC. La FGC c'est pour Fighting Games Community et c'est simple, beaucoup de membres de la FGC détestent tout simplement les joueurs de Smash et beaucoup de joueurs Smash méprisent le reste des jeux de combat. Les joueurs Smash ne reconnaissent pas le talent de la FGC en considérant leur jeu plus technique et la FGC n'aime pas les joueurs Smash car elle pense qu'ils sont trop arrogants, que leur jeu est pas pro, notamment à cause de l'éditeur Nintendo qui n'a jamais aidé la scène compétitive. Pourquoi vous jouez à ça les Smashers? C'est pas sérieux votre jeu. Le jeu il a aucun soutien de l'éditeur. Les boîtes qui s'occupent d'organiser des tournois sont pour la moitié des amateurs. C'est pas sérieux votre jeu. Le online il pue la merde. Le jeu il est jamais équilibré compétitivement parlant. L'e-sport sur Smash, c'est pas du sérieux. Donc déjà, la FGC, ils aiment pas quand un mec de Smash arrive sur leur jeu. Bah imaginez si vous leur dites que le mec le plus toxique de la communauté Smash Bros arrive sur leur jeu, beaucoup le détestent déjà avant même de l'avoir rencontré. Et les fun, quand on le connaît pas dans la vraie vie,
bah c'est très facile de le détester. I hate Left every day I don't see him. Because he's fucking Leffen online. So right now I hate him. But the second I see him, it all like resets. It's kind of like a vaccine. Leffen est très probablement, si on met de côté les agresseurs en liberté, une des personnes de la FGC les plus insupportables de tout Twitter. Il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il soit impliqué dans au moins un drama qu'il a souvent déclenché lui-même. Entre son ego qui le pousse à débattre avec n'importe qui et ses avis débiles surtout à n'importe quoi, genre par exemple il pense que travailler à McDo c'est plus agréable que d'être streamer Smash Bros. Bon, bref, il arrive à peine dans sa nouvelle communauté que beaucoup de gens ne peuvent déjà pas le supporter. En 2020, avec le Covid, jouer à Melee devient de plus en plus dur. En effet, c'est un jeu de GameCube, une console qui date de 2001, donc c'est assez compliqué d'y jouer en ligne. Même s'il y a des moyens qui se mettent en place avec des émulateurs, bah ça va démotiver un peu tout le monde, et Leffen va en profiter pour se concentrer sur le streaming et sur les jeux de combat traditionnels. Il va prendre du niveau. Leffen s'intéresse à peu près tous les jeux de combat, que ce soit la dernière version de Smash Bros Ultimate, Street Fighter, Kings of Fighter ou Guilty Gear, mais sa principale préoccupation, ça va rester Melee. Et il va continuer de le prouver. Il s'entraîne beaucoup, énormément, même s'il reste le seul top en Europe, ce qui le démotive beaucoup et ce qui va réduire son nombre de déplacements drastiquement. En 2019, il ne fait que 7 tournois marquants, 2 en 2020, un seul en 2021, bref, il ne joue que rarement en tournoi, mais quand il le fait, il se place quasiment à chaque fois en top 8, et en 2022, tout va s'accélérer pour notre protagoniste. Sur Melee, il commence à reprendre du niveau, en finissant premier au Battle of BC4, un super major avec les meilleurs joueurs du monde présent. Faut se dire que ça faisait plus de 2 ans qu'il avait pas fait mieux que 5ème à un tournoi de cette envergure. À ce moment-là, tout le monde pense qu'on fait face au retour de Leffen, qui lâche son Fox pour se concentrer sur son nouveau main Chic, un personnage souvent considéré fort dans Super Smash Bros Melee, mais assez sous-représenté. Bref, Leffen Prime était de retour et il était là pour aller chercher son ranking international de numéro 1, mais malheureusement c'est pas aussi simple que ça. Le Battle of BC se termine en juin et le prochain tournoi de Leffen sera le Big House en octobre. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire entre temps ? Et bah, il a plutôt fait beaucoup de choses. Leffen, depuis 2021, joue énormément à Guilty Gear Strive, un anime fighter bien connu de la FGC, puisque c'est la toute dernière version de la série des Guilty Gear, une série d'anime fighter développée par le studio Arc System Works, qui arrive avec un nouveau jeu, plus simpliste, qui récompense plus l'agressivité et un style de jeu offensif, même si on va être honnête, c'est pas un jeu à la portée du premier venu. Il y a beaucoup de mécaniques et une notion de gestion de ressources assez omniprésente. Comme à son habitude, Leffen va choisir un top tier incontesté du jeu à cette époque, Soul Bad Guy, un personnage qui fait mal, qui joue corps à corps et avec un gameplay axé sur le reading, c'est-à-dire la faculté à prédire les mouvements de l'adversaire dans des situations de RPS. Donc on est en 2022 et pendant cette période de 4 mois, Leffen va entrer dans quelques tournois offline de Guilty Gear Strive pour la première fois et on s'attendait à ce qu'il soit fort, surtout qu'avec son nouveau main Happy Chaos, un des DLC du jeu, surtout un des meilleurs personnages tout court, un zoneur, c'est-à-dire personnage très fort pour garder l'adversaire à distance et l'empêcher d'approcher. Le truc avec Happy Chaos étant qu'il a aussi beaucoup d'outils à distance réduite, ce qui en fait un des personnages les plus versatiles du jeu. Donc on s'attendait à ce qu'il soit plutôt doué, mais personne s'attendait à ça. Le allez. On l'a entendu. Leffen, après ces quelques mois, passe de l'influenceur un peu fort sur le jeu qui fait 2-3 perfs en online à un des meilleurs joueurs du monde incontesté sur le jeu. Et Leffen, juste après, il repart sur Melee quand les gros tournois remontent le bout de leur nez. Après sa contre-perf au Big House, donc on peut comprendre vu comment il se concentrait sur Guilty Gear, il ne fera pas un seul tournoi sans finir dans le top 8 sur Melee, et tout ça sans se déplacer souvent. Et oui, on en revient toujours au même problème, même en 2022, Melee c'est uniquement en Amérique. Et Leffen, il habite toujours en Suède. Dites-vous que quand le mode Ranked sur Melee est arrivé sur Sleepy, Leffen a eu le temps de se faire 3 comptes pour occuper les 3 premières places du ladder européen à lui tout seul. Il promet même à un moment de payer des voyages aux USA pour les joueurs qui arriveraient à le dépasser, ce qui n'est jamais arrivé. Bref, Leffen tryhard comme pas possible le mode ranked, mais malheureusement, le online c'est pas comme le offline et il se démotive petit à petit tout en gardant des performances de top 10 mondial, ce qui est quand même assez remarquable. Il va donc continuer de s'entraîner sur un jeu qui possède un meilleur online, Guilty Gear Strive. Après sa très belle année 2022, Leffen est classé top 8 mondial sur GGST, sur le site de Dash Fight.
Ce qui fait que sur 2022, il est dans le top 10 mondial de Guilty Gear et sur celui de Melee. Une assez belle année en vrai quand on y réfléchit, mais Leffen a un objectif assez particulier pour l'année 2023. Leffen va un peu délaisser les autres jeux auxquels il joue pour se préparer pour l'Evo 2023, son objectif final pour l'année. Le 26 mai commence le Combo Breaker, un énorme tournoi de jeux de combat traditionnel, une sorte de rendez-vous géant pour la FGC, avec plus de 3000 participants au total et 1000 rien que pour Guilty Gear. Leffen y participe bien évidemment, profitant du fait d'être aux États-Unis grâce au Battle of BC 5 sur Melee, qui se passait une semaine avant. Il a d'ailleurs encore top 5. Bon, le tournoi se lance et Leffen passe sans trop difficulté les premiers tours jusqu'en winner final, où il tombe contre Zando, un autre joueur européen qui est un excellent joueur de online et clairement le bracket Demon de Leffen, qui a déjà perdu 2 fois face à lui l'année dernière, et où il va encore perdre 3-0 et est ensuite éliminé à la 3ème place, mais faut relativiser. 3ème place, c'est pas mal. Pas mal, mais pas assez. Après le Combo Breaker, Leffen va faire le Head Stomper 2023, où il fait une petite contre-perf. Il se fait notamment 3-1 par NBN HMR, un mec qui a commencé le jeu à peine un an plus tôt. Leffen est fort. Très fort même, mais il est inconstant et ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Il s'inscrit ensuite au Bruxelles Challenge, un major européen qu'il avait gagné l'année dernière et où il ne finira que 2ème en perdant contre le saoudien Slash, et on est déjà en août. Le mois de l'Evo, plus de 2600 participants rien que pour Guilty, c'est le plus grand Evo de l'histoire et Guilty Gear Strive est le 2ème plus gros jeu de la compétition, tout juste derrière le nouveau Street Fighter 6 qui est en train de casser tous les records avec ses 7000 participants. Bref, tout le monde est prêt, c'est le tournoi le plus important de l'année, Voilà. C'est le tournoi le plus important d'une vie de compétiteur, l'équivalent des Jeux Olympiques, des championnats du monde. Et Leffen, qui je le rappelle a déjà gagné un Evo en 2018 sur Melee, au moment où la compétition était la plus rude, il part forcément avec un avantage, l'expérience. Il a déjà fait plusieurs Evos, pas loin d'une dizaine, et surtout il sait ce que ça fait de jouer devant plusieurs milliers de personnes, ce qui n'est pas forcément le cas des gars de la scène Guilty qui se jouent quand même vachement en online. Leffen, tout le monde le déteste, tout le monde l'insulte, personne ne cheer pour lui dans le public, sauf quand il jouait contre Angry Box en 2018 des fois. Bref, la pression, il connaît mieux que tout le monde, et encore plus une pression du niveau de l'Evo. Le tournoi commence et tous les bons joueurs volent comme à leur habitude sur les poules. Tous sauf un, et c'est Zando qui va perdre dès son round 6 ou 7, bref très tôt dans le tournoi contre un mec que personne connaît vraiment, et ça veut dire que le plus gros bracket Demon de Leffen, et tant que Leffen il est en winner, il va pas l'affronter. Et Leffen, il compte bien ne pas finir en loser pour ce tournoi. Wow, c'est un viol actuellement, mais wesh. Il lui a pris une vie, et là il va lui prendre une deuxième vie. Sans prendre aucun dégât. Wesh. Ça envoie du lourd quand même. Leffen défie tous les pronostics et se retrouve en grande finale de l'Evo côté winner. Sa récompense était si proche, mais son adversaire en finale n'était pas n'importe qui. Son adversaire, c'est justement celui qui l'a battu 3-1 au Head Stomper, c'est NBN HMR. Leffen devait encore faire face à un américain pour obtenir un titre majeur, et honnêtement, ce serait mentir de dire que NBN HMR a posé la moindre difficulté à Leffen. Oh. Oh le stem. Pas de pop-off, une réaction froide, un peu comme l'ambiance de la venue du tournoi. Leffen venait de s'imposer comme le meilleur joueur du monde de Guilty Gear alors qu'il n'a même pas arrêté sa carrière sur Melee et qu'il est un des seuls européens à perf sur le jeu. Une véritable humiliation pour le reste de la communauté. Et donc à ce moment, tout le monde se pose la question, est-ce que Leffen serait le meilleur joueur de l'histoire des jeux de combat? Et la réponse à cette question, c'est non, bien sûr que c'est pas lui. Alors oui, c'est indéniablement un des meilleurs de l'histoire, mais il n'est pas le seul à avoir gagné des Evos sur des jeux de licences différentes. Par exemple, on a des mecs comme Infiltration, qui a déjà gagné plusieurs Evos sur Street et un sur Showdown, Gamera avec Smash et Grand Blue Fantasy, Justin Wong qui a 9 Evos, ouais 9, et je vais pas me faire chier à tous les nommer vu la gueule de son Wikipédia. Pareil pour Sonic Fox qui en a 6 sur 6 jeux différents, ou Daigo qui en a 6 aussi, dont 3 la même année en 2003. Donc en termes de palmarès,
de trophées, les fun, il a pas mal de retard. Pas mal. Mais si on y réfléchit, est-ce que gagner 3 EVO en 2003 quand il y a 80 participants par jeu, ça a autant de valeur que de gagner des EVO en 2023 dans des tournois de plus de 2000 joueurs? Surtout que les fun, ces 2 EVO, ils étaient très disputés et il était loin d'être favori pour les gagner. En tout cas, pour l'année 2024, il semble se remotiver à jouer à Melee, mais s'intéresse aussi beaucoup à Tekken 8 qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Et s'il gagne un 3e EVO sur un jeu aussi différent, il pourrait bien finir par devenir le meilleur joueur de jeu de combat de l'histoire, que ça plaise ou non au public. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je me suis pas vraiment attardé sur son début de carrière ou ses polémiques car je considère un peu cette vidéo comme la suite de celle de Bronol. Donc il a déjà abordé tout ça et je voyais de toute façon pas l'intérêt de le faire dans une vidéo qui parle de l'E-Fun et de la FGC. Merci à Mezui qui m'a pas mal aidé à écrire la vidéo vu que je connais pas du tout Guilty Gear Strive. Si vous aimez la pop culture, le cinéma, les jeux vidéo, n'hésitez surtout pas à aller checker sa chaîne, c'est du contenu très qualitatif. En parlant de contenu qualitatif, il y en a pas mal qui arrivent sur cette chaîne, donc la moindre des choses c'est je pense de s'abonner. Surtout que vous êtes assez nombreux à ne pas être abonné et que j'essaye d'atteindre les 40K d'ici la fin de l'année. Bref, le pouce bleu, la cloche, on se dit à la prochaine. J'aime bien. Bon, on va partir sur une longue vidéo de Feld Up que je voulais regarder le jour d'Halloween, mais du coup on a fait autre chose. Bref. Du coup, voilà. Mon prochain album Stardust From a Distance sort le 10 novembre. Il est disponible en précommande vinyle et CD. Un clip est déjà disponible. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Feldup et bienvenue dans cette petite vidéo complément d'enquête de Findings. Alors, si tout se passe bien, cette vidéo sera normalement postée pour Halloween, si vraiment tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est beaucoup plus posée qu'un Findings normal, tout simplement parce que là on est en attente du Findings numéro 100, je suis en train de préparer la sortie de l'album Stardust From a Distance, et que du coup je fais plein de choses, et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo un peu plus simple. L'iceberg des traumas de la Gen Z, c'est les vidéos que j'avais sorties durant l'été 2021, c'est une des séries de vidéos qui a le plus marqué ma chaîne. Pour moi c'était vraiment un kiff de faire cette série de vidéos, et c'était également le cas pour vous. Dans cette série de vidéos on a parlé de toutes ces choses qu'on a vues quand on était jeune, qui nous ont marqué négativement plus tard dans la vie. Le terme trauma est utilisé de manière un peu extrême. En réalité, c'est pas vraiment des traumas, hein. Je sais, on va pas mal taper sur les doigts pour ça, mais c'était une manière un peu forte et un peu exagérée de parler du rapport à l'image important qu'on a lorsqu'on est jeune. On avait parlé de plusieurs choses, du rapport à Internet, de plein de vidéos hyper intéressantes sur Internet qu'on avait pu trouver, de passages de films qui n'étaient pas forcément destinés à terroriser des gosses, mais qui finalement l'ont fait. Pareil pour des moments dans des jeux vidéo, et au fur et à mesure de l'iceberg, on a parlé de plus en plus de trucs de niche qui ont touché peu de gens mais qui les ont touchés fortement, et vers la fin on a parlé de choses assez extrêmes. Si vous les avez pas vues, hein, c'est des vidéos dont je suis très fier. Mais le problème de faire un iceberg, c'est que peu importe le nombre de trucs que tu mets dedans, tu seras jamais vraiment exhaustif. Depuis la création de cette vidéo, je reçois très régulièrement des messages de gens qui me disent « Moi, c'est ça qui m'a marqué ». Et je vois une bonne occasion de faire de temps en temps des petits findings, compléments d'enquête, pour se rappeler ensemble de ces trucs qui nous ont marqués. Cette vidéo ne sera donc pas une vidéo qui fera très peur, je sais même pas si le format va vous parler, mais ce sera vraiment que de la nostalgie. Aussi un peu de peur, hein, vous allez voir, il y a des sujets intéressants, mais principalement, ça va juste être se souvenir et parler de trucs qui nous ont marqués. Avec un œil un peu plus adulte, ça va être assez cool. Franchement, j'aime beaucoup ce sujet-là. C'est tout simple et j'espère que ça va vous plaire. Vous me dites vraiment dans les commentaires si vous aimez ce ton plus posé et cette vidéo qui est à moitié écrite. En réalité, les sujets là dont je vais vous parler, la plupart, je vais complètement les survoler. L'inverse complet des dernières vidéos que j'ai fait où je prends un sujet et je parle de toutes ses facettes. Là, on va vraiment survoler des sujets. J'ai divisé la vidéo en parties, en de grands axes, et dedans, il y aura plein de mini-sujets que j'ai oublié de mentionner dans cet iceberg. Peut-être qu'un jour je referai un complément d'enquête si d'autres trucs viendront à l'esprit. Et je sais qu'il y aura d'autres trucs qui viendront à l'esprit. Et peut-être qu'on toujours pas viendront. Commençons donc. On dirait moi. Avec le premier sujet qui n'est pas vraiment une partie, mais qui est un truc que j'ai complètement zappé. Et qui pourtant était mais d'une importance évidente, les alarmes. Pour ce premier sujet, je vais vous mettre dans ma peau. Petit, j'ai grandi dans un village de campagne et sauf pour de rares occasions, j'étais la plupart du temps dans mon coin, dans les mêmes Je l'ai déjà vu la vidéo. J'étais loin de la mairie du village, donc j'étais assez isolé. Non, mais un si. jour, je me motive le mercredi matin pour aller faire du vélo dans le coin. Et alors que je me balade, j'entends pour la première fois de ma vie ça.
pense qu'il y a pas mal de gens que ça a marqué ce truc-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être parce qu'ils habitent dans un autre pays, en France, tous les premiers mercredis du mois, il y a une sirène qui se joue par la mairie. Cette alarme fait partie du système d'alerte et d'information aux populations, le SAIP, et la raison pour laquelle on l'entend tous les premiers mercredis du mois à midi, c'est pour vérifier tout simplement si la sirène fonctionne. Elle consiste en un signal d'1 minute 41, néanmoins si le signal se répète 3 fois et qu'il finit par un son continu de 30 secondes, sachez que c'est le signe qu'il faut rejoindre un bâtiment le plus vite possible et allumer la radio parce qu'il y a potentiellement une catastrophe naturelle, des incidents technologiques ou d'autres trucs de ce genre qui arrivent. Donc faites attention. Et je trouve que cette sirène fait très bien son job parce que c'est un des sons les plus instantanément effrayants que je connaisse. Je sais, parce que dans mon entourage c'était aussi. Attendez, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça se trouve j'ai juste vu un clip passer, un truc à la con comme ça. La vidéo est sortie il y a combien de temps? Il y a 12 jours. J'ai pas fait de réac depuis un moment. Et pendant le live 24 heures, j'ai pas fait de réac. Ah non, du coup. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Bah non, sinon ce serait mardi. Non, je l'ai pas vu. J'ai dû voir un clip passer, un truc à la con comme ça. Je l'ai pas vu. Voilà. Que beaucoup de gens ont été marqués par ce simple son, ne serait-ce que par son utilisation dans des films d'horreur. Et j'avais vu de nombreux commentaires sur TikTok de gens qui habitent dans d'autres pays qui disent mais vous êtes complètement zinzin les Français de mettre ça tous les mercredis du mois, c'est un truc de fou. Et si vous voulez encore plus vous chier dessus, il existe un autre type d'alarme qui est pour tout ce qui est rupture de barrage et autres catastrophes hydrauliques. Elle sonne comme ça. Wesh. On dirait qu'un paquebot arrive. Et je trouve ça tout aussi terrifiant. Mais il n'y a pas que ces alarmes-là, il y a plein d'alertes et d'alarmes et de systèmes d'alerte qui, naturellement, provoquent le sentiment d'alerte. Il y a des trucs qui marquent des gens et des bruits que beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter. Et ça, c'est les alertes enlèvement. Les alertes enlèvement, c'est un truc qui existe depuis seulement 2006 en France et qui s'inspire en fait de ce qu'on appelle... Ah, j'en ai déjà vu passer à la télé. C'est ce dispositif qui fait que dans les médias, à n'importe quel moment, tu peux couper un programme pour dire... Quelqu'un a été enlevé, voici les informations. Et ben en France, ça arrive régulièrement que des diffusions soient coupées. Et moi, je me souviens particulièrement à la radio. Moi, je me souviens que la radio, juste, il baissait le son et il parlait par-dessus. Et c'était particulièrement marquant, je trouve, comme moment. Et je m'en souviens encore et ça m'avait bien fait flipper quand j'étais gosse. Vous avez très probablement vu des vidéos passer sur TikTok, sur des Reels, etc. De gens qui parlent des différents dispositifs d'alarme dans le monde. Et la plupart de ces compilations TikTok sont fake. La plupart de ces alarmes qui sont utilisées et qui sont présentées sont fausses. Vous pouvez voir les corrections dans des super vidéos qui font des compilations justes. Et je vais pas en jouer des masses parce qu'il y en a qui sont vraiment terrifiants. Genre celle-là. Il est possible qu'elle vous dise quelque chose parce qu'elle a été utilisée énormément dans les vidéos autour de la créature Siren Head il y a quelques années. Ou alors celle-là. Ah oui. Je l'ai entendu plein de fois dans des films ou des trucs comme ça. Ce son que vous entendez actuellement, c'est celui qui est émis par l'EAS ou l'Emergency Alert System aux États-Unis, un programme qui permet notamment d'arrêter n'importe quel programme pour avertir la population de diverses catastrophes ou situations de danger. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que les petites fréquences qui sont jouées au tout début, elles sont complètement illégales à jouer. Je suis actuellement du coup un criminel aux États-Unis, même si en soi cette loi n'est pas vraiment appliquée pour les vidéos sur Internet. Toutes ces alarmes signifient que concrètement, si tu l'entends, t'es dans l'énorme merde. Et c'est normal que ce soit designé pour faire peur. Et à propos de ça, il y a une anecdote que je trouve complètement folle. On sort complètement du sujet. Je vous ai dit, le format. Le 13 janvier 2018, à Hawaï, pendant 38 minutes, des gens ont reçu une alerte sur leur iPhone et pensaient sincèrement qu'ils allaient mourir d'une frappe d'une bombe nucléaire. Oh. C'est-à-dire qu'ils ont eu tous une notification. Tu dois te chier dessus. Faut comprendre qu'à l'époque, on était au pic des tensions entre la Corée du Nord et les USA. Une menace de missile était donc tout à fait plausible. Si vous vous demandez pourquoi il y a eu cette erreur à la base, eh bien c'est parce qu'un employé a lancé l'alerte à cause d'une erreur de communication dans un rapport. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout le bordel qu'il y a eu. C'est à la fois très triste et très très drôle. 40 minutes. C'est terriblement long. Et c'est terrible comme sensation. Il y a des tonnes de vidéos de gens qui faisaient leurs adieux, des gens qui ont posté sur les réseaux sociaux des messages d'adieu en train d'expliquer que
bah, ils allaient crever et ça a dû être horrible. Un jour peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail de ces trucs de fausses alertes et ça doit conséquences être que ça peut avoir. horrible. Parce que c'est assez zinzin. Voilà, c'est à peu près tout pour les Bah alarmes. forcément, c'est fait pour Maintenant, inquiéter la passons population. à la partie creepypasta. Sur la partie creepypasta, j'avais été assez exhaustif. C'est parce que moi, c'est les trucs que j'ai vus qui m'ont le plus marqué quand j'étais très jeune. Parce que j'ai beaucoup participé à la communauté creepypasta et ce très tôt, quand j'avais seulement 11 ans. On en avait mentionné des très connus. Hein. Mouse, Slenderman, Herobrine, Ben Drown, le Rake, des épisodes perdus, tout ça, tout ça. Il y en a une que j'ai pas mentionnée parce que moi, elle m'avait pas marqué du tout et que je la trouvais naze. C'est Eyeless Jack. C'est une creepypasta qui faisait partie d'une mouvance qui à l'époque était relativement détestée par la majorité des gens, l'horreur mascotte. Le concept à l'époque, c'est que tu prenais un personnage de la taille d'un ado fin, tu lui mets du sang dessus et un comportement de psychopathe entre gros guillemets, et c'est bon, t'as un personnage qui fait pas peur, mais qui est stylé. Il y en a plein que j'ai occulté et dont je parlerai même pas ici. Par contre, il y en a une que j'ai pas mentionnée et que vous m'avez demandé de mentionner, c'est Eyeless Jack. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est que l'histoire est terriblement mal écrite. En réalité, il y a plusieurs histoires qui se battent pour être l'histoire originale, mais en réalité, il y en a une qui est plus importante que les autres. Mais si j'en parle, c'est que j'ai négligé la composante la plus importante de ces histoires, l'image. Et il faut pas négliger l'image. Parce que c'est la raison pour laquelle la creepypasta Jeff the Killer est aussi effrayante pour certaines personnes. L'histoire est terriblement mauvaise. Par contre, cette image, elle vous marque. Et ben, pour Eyeless Jack, il y a une image que je trouve franchement très efficace. La voici. Avec un masque. Pour le contexte, ce personnage-là, c'est un tueur qui volerait vos organes. C'est une image qui est de base apparue anonymement sur internet et qui a ensuite été utilisée pendant des années. Je la trouve vraiment terrifiante et efficace. Une personne qui se penche devant ton visage pendant ton sommeil, ça fait tout de suite penser aux paralysie du sommeil et cette image est vraiment efficace. Malgré des Photoshop assez évidents et une histoire vraiment pas ouf, je comprends que ça vous ait marqué. Amenons d'ailleurs un nouveau segment qu'on va détailler un peu plus tard. D'où vient cette image ? Eh bien il s'agit de l'utilisateur Pirate Cachou sur Twitter. Bravo à lui, hein. En 2020, il a été pour la première fois crédité pour son travail et il a gagné strictement 0€ sur tout le merch qui a pu être réalisé sur cette histoire. J'ai aussi un truc que j'ai pas mentionné, c'est les vidéos top sur YouTube de Creepypasta. Les vidéos de Top 10 et de Petit Suisse sont revenues tellement de fois dans les commentaires de l'iceberg. Ces deux vidéos, je les ai vues à l'époque et je les ai pas trop aimées. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour celle-ci, mais j'avoue que le montage des deux a beaucoup vieilli. La sélection de Creepypasta est pas hyper pertinente et surtout, il y a plein de petites erreurs qu'à l'époque je remarquais suffisamment pour que je trouve ça chiant. L'objectif c'était de se faire peur et pas d'être précis. Ça, je l'ai compris plus tard. On arrête donc la partie Creepypasta pour passer maintenant à la partie DVD et films. J'aime en général pas trop parler de films et de trucs qui vous ont terrifié quand vous étiez petit, quand vous avez vu des films. Parce que parfois je trouve que c'est un peu facile. On a tous vu des films qu'on n'aurait pas dû voir. C'est aussi parce que moi j'ai vu peu de films dans ma vie et du coup ça me touche moins. Mais évidemment, il y a des trucs que je peux pas ne pas mentionner. Dans les trucs qui sont surprenants, c'est les trucs qui se passent avant un film quand tu regardes un DVD. Ça, vous avez été tellement nombreux à le mentionner. Le logo THX. Je vais même pas développer, j'ai rien d'autre à dire. Il y a des gens qui sont terrifiés par le logo THX et il y en a pas mal qui m'ont envoyé des DM pour m'en parler. En vrai, je peux comprendre le deep note, donc le son qu'on peut entendre, qui commence très dissonant, il a un côté très très grand et le début du son fait un peu flipper. Mis à part ça, je vois pas trop. Un truc moi par contre qui m'a beaucoup plus marqué dans les films et les DVD en général, c'est la campagne anti-piratage que tout le monde connaît. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le mettre, je pensais sincèrement que je l'avais mis à la base, mais oui, cette campagne est très très forte pour mettre un sentiment de stress chez des jeunes enfants un peu impressionnables. Aujourd'hui, c'est évidemment ridicule et j'aimerais vous raconter l'anecdote selon laquelle la musique de cette pub est en fait une musique qui a été volée, mais en réalité c'est une fake news. En réalité, c'est deux histoires qui ont été mélangées. Ça faisait référence à un autre spot publicitaire qui datait de bien avant, mais Dieu sait que j'aurais aimé que ce soit réel. Autre truc un peu mystique, c'est la moissonneuse batteuse dans Cars. Je vais pas donner plus d'infos, vous m'avez tous dit que ça vous avait terrifié. Cars était un de mes films préférés quand j'étais petit, et moi personnellement c'est pas le truc qui m'a le plus touché quoi. J'ai aussi oublié de mentionner, et j'aurais dû, tous les films Ghibli, et surtout un truc qui est revenu et qui revient tout le temps quand je cherche sur internet. Un truc qui vraiment a marqué les gosses, et ça pour le coup on peut parler un peu plus en détail. Dans Le Voyage de Chihiro, il y a plein de choses qui peuvent terrifier un enfant. Il y a des designs vraiment terrifiants, des concepts vraiment terrifiants. Ces bébés, c'est terrible. Ce personnage-là, il est trop stylé, mais il est aussi assez terrifiant et il a surtout une identité vocale assez terrifiante. Mais le truc qui revient tout le temps,
bah, c'est le début du film, quand les parents sont transformés en cochons. J'ai pas encore vu le film en entier, parce que quand j'étais petit, j'ai voulu regarder le voyage de Chihiro, et j'ai arrêté là, parce que ça m'a terrorisé. Ça m'a terrorisé. Et au début, je comprenais pas pourquoi ce moment-là, plus que les autres. Et puis après, bah, ça fait sens. Quand on met des personnages et des monstres qui font peur, c'est une chose. Et en vrai, ça aurait terrifié n'importe quelle personne. Et s'il y avait que ça, je suis sûr que le film serait quand même ressorti dans les listes des trucs qui ont le plus traumatisé des gosses. Mais s'attaquer à la seule source de sécurité d'un enfant, c'est-à-dire les parents, avec un truc aussi injuste et visuel, parce que vraiment la transformation en cochon, eh ben, elle est très visuelle, c'est pas juste un décès, c'est pas juste genre de la douleur où ils ont disparu. Non, face à un truc aussi absurde, tu peux rien faire d'autre que d'être en détresse, comme est le personnage principal à ce moment-là. Un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que ça vient au tout début du film. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça a autant marqué les gens. Parce que tout connement, quand t'arrives à cette scène-là, t'as pas le temps de t'habituer. Assez marquante, bah la plupart du temps, tu vas juste arrêter le film quand t'es un enfant. Ou alors continuer avec curiosité. Donc ça peut être la raison pour laquelle c'est l'élément du film qui ressort le plus. En plus, la mise en scène, elle est bien faite, elle est grotesque, c'est vraiment un truc particulièrement efficace. Et je comprends de ouf pourquoi ça revient tellement. En vrai, ça fait aussi que ce film, pour certaines personnes qui l'ont vu étant jeunes, est devenu un film préféré de leur enfance parce que ça les a introduits au concept de la peur et à des émotions fortes. Et c'est pour ça qu'il est aussi mémorable, ce film, pour un enfant. Voilà donc pour la partie DVD et film. Maintenant, bah, passons à la partie jeux vidéo. Il y a tellement de trucs que j'ai pas mentionné dans la partie jeux vidéo. Il y a un truc en particulier qui... Je sais même pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit, alors que moi-même ça m'a marqué de fou, mais les messages d'erreur de console. Pourquoi j'y ai pas pensé? Ma génération a particulièrement grandi avec la PlayStation 2, la Wii, la GameCube et la Xbox. Je vais surtout me focaliser sur la PlayStation 2 et la Wii parce que je les connais mieux. Je vais pas parler de consoles que j'ai pas connues, genre par exemple j'ai jamais touché à une GameCube. Donc même si les erreurs de la GameCube ont l'air assez stressantes, bah, j'aurais pas grand chose à dire et je pourrais pas donner d'anecdotes personnelles. On peut parler du Red Ring of Death de la Xbox 360. Pour ceux qui ne savent pas, la Xbox 360 avait d'énormes problèmes de malfonction lorsqu'elle a été lancée vers la fin des années 2000. Et ces systèmes de malfonction apparaissaient dans les premières versions de la console sous la forme de 4 LED qui étaient autour du bouton Power et qui pouvaient parfois s'afficher en rouge. Et lorsque tu avais ces 3 LED qui s'affichaient, ça voulait dire que ta console était complètement détruite et qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit réparée. Et il y a tellement de gens qui ont été marqués négativement par cette soudaine apparition du Red Ring of Death qui a marqué la fin de leur console. Mais encore une fois, je trouve pas que c'est marquant parce que ça fait peur, c'est juste marquant parce que ça fait chier, tu vois. Et là par contre, on commence à rentrer dans les trucs que moi j'ai connus. La PlayStation 2. Pour vous mettre à ma place, imaginez moi enfant, je me lève vers genre 5h, 5h30 du matin pour jouer un peu plus tôt à la PlayStation 2 afin de jouer au jeu Cars qui était incroyable d'ailleurs. Il n'y a pas encore de lumière dehors, je suis dans le noir complet, personne n'est réveillé dans la maison et là il me prend l'envie de jouer à un autre jeu. J'en saisis un auquel je n'avais jamais joué, un qui devait probablement appartenir à un de mes frères ou alors à mon père. Je le mets dans la console, je l'allume et il s'affiche ça. L'ambiance elle vire au rouge, alors que déjà le menu de la PlayStation 2 je le trouvais un peu angoissant, il a un côté éthéré et un peu vide. Pour un enfant c'est un peu déroutant tu vois déjà cette ambiance là. Dehors il faisait encore nuit et d'un coup avoir du rouge comme ça qui illumine toute la pièce dans laquelle j'étais à une heure où j'allume aucune lumière parce que j'ai pas envie de réveiller mes parents parce que je suis pas censé être réveillé et un message un peu menaçant qui te dit concrètement que t'as fait de la merde, je sais pas, ça m'a marqué, ça m'a vraiment fait peur. Alors qu'en vrai, pas tant, c'est juste aussi le contexte, tu vois. Maintenant, un truc nettement plus terrifiant. Sur la Wii, les messages d'erreur étaient assez osef. En général, ils causaient de la peur juste parce qu'ils t'annonçaient qu'il y avait un problème sévère, soit avec ton hardware, soit juste avec le CD de ton jeu. C'était souvent un peu la méga flip quand tu voyais que ton disque ne fonctionnait pas et que tu avais l'impression d'avoir perdu donc tout ton jeu. C'était vraiment assez flippant. Maintenant, est-ce que vous connaissez le son de la mort ? C'est le nom qu'on lui a donné, c'est le The Sound of Death, The Horn of Death aussi. T'es en train de jouer tranquillement. Il y a quelque chose qui merde avec ton CD ou qui merde avec ta console et en plein milieu de ta partie, il se passe ça. Ah, la carte.
Oui. Oui, j'ai déjà eu ça. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est terrifiant parce que c'est véritablement un jumpscare, surtout que c'est très fort. En gros, c'est un réflexe de survie de la console qui laisse le canal vidéo et audio seulement et qui fige tout dans l'espace. En vrai, le son qu'on entend, c'est juste la répétition d'une petite portion de l'audio qui venait de se jouer. La Wii fige l'intégralité de son fonctionnement pour ne pas abîmer le hardware. Par contre, lorsque tu es du point de vue du joueur, ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Bon là après on arrive aux trucs qui sont un peu moins assumables à dire en public, mais moi quand j'étais petit les menus et les écrans d'accueil tout court des consoles me terrorisaient un peu. Je trouve que la PlayStation 2 était un peu bizarre, je trouvais l'ambiance un peu menaçante, je sais pas, il y avait un côté un peu éthéré, tu savais pas où c'était. Et là oui, je sais pas pourquoi il y avait un côté où j'osais pas jouer avec les chaînes, j'osais pas aller autre part, ça me faisait peur, il y avait une ambiance en fait je ne comprenais pas ce qui se passait. Et pas du tout, coup, moi. ça me faisait peur, mais bon ça c'est que moi, je pense, c'est que moi. Enfin, vous me dites. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la Xbox première du nom. En termes d'horreur, il y avait un truc un peu bizarre apparemment avec la Xbox première du nom. I left my Xbox on for a few minutes. I went to the toilet. And I heard noises. I came back and my Xbox seems to be talking. You know, there's no one around to be Sinon, pour terminer ce passage sur les consoles de jeu, j'aimerais savoir si je suis pas seul dans ce cas. Mais quand j'étais petit, sur ma Nintendo DS, j'ai déjà appuyé sur le bouton formater par curiosité. Vous savez ce qui se passe du coup. J'ai perdu toutes mes données. Et je voulais savoir si j'étais la seule personne, voilà. Il y a également tout un pan des jeux vidéo dont j'ai pas trop parlé, c'est les petits jeux d'horreur. J'ai parlé des plus importants, hein, Slender, ce genre de trucs. Mais les petits jeux d'horreur indépendants auxquels jouaient souvent les let's players à l'époque, ils ont une part quand même dans nos souvenirs et je suis sûr que certains mots et certaines images vont peut-être vous ramener des souvenirs si vous consommiez beaucoup ces vidéos à l'époque. Des petits trucs tout simples genre The Corridor, Maere, Maze, One Late Night, tous les jeux autour de The Grudge, tous les jeux autour de DI, tous ces petits jeux à la con qui nous ont marqué, ça aussi, moi pas du tout. C'est aussi des jeux qui étaient peut-être un peu trop niche ou alors un peu trop récents pour que j'en parle, pour que ce soit vraiment des souvenirs d'enfance, mais en réalité ma génération est jeune, hein. Du coup en fait les souvenirs d'enfance dépendent vraiment de quand on est né dans la génération. Donc des trucs comme Doki Doki Literature Club, j'en ai pas parlé, mais c'est clair que ça a marqué des tonnes de gens ça. Si par miracle vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous conseille d'y jouer à l'aveugle, c'est assez déroutant comme expérience. J'ai pas assez parlé de Amnesia de Dark Descent, j'ai pas parlé de l'excellent jeu I'm Scared de Crooked Man. Il y a plein de jeux hyper intéressants, mais moi il y a un petit jeu indépendant gratuit qui m'a beaucoup plus marqué que le reste, alors qu'en vrai il est pas spécialement incroyable. Mais je trouve que celui-ci il a une aura particulièrement menaçante et peut-être que j'ai vu des gameplays à un âge où j'étais peut-être un peu trop jeune pour les voir. Je parle du jeu The Static Speaks My Name. C'est un jeu qui parle de beaucoup de trucs, qui parle de santé mentale, c'est pas un jeu très marrant, mais il a une ambiance hyper menaçante. Il se joue extrêmement rapidement, il y a une sorte d'ironie, d'humour un peu bizarre dans le jeu. Ça prend des tournants tellement peu évidents. Il y a un sound design qui est particulièrement bien fait pour te faire te sentir enfermé. Je crois que j'ai déjà joué au jeu. Ou que j'ai déjà vu des gameplays. Assez marquant. En vrai, le jeu là, il est marquant. Je pourrais aussi mentionner tellement de trucs à propos de jeux vidéo qui n'étaient pas censés faire peur à la base, mais qui vous ont fait peur quand même. On m'a parlé des Sims 2 sur la DS, de certains jeux éducatifs pour enfants, notamment sur la VTech. On m'en a parlé pendant un live que j'avais fait pour récolter un peu vos anecdotes. Mais surtout, il y a l'ambiance du mode zombie de Call of Duty qui est beaucoup revenu, qui en effet était peut-être un peu plus dark et moins évidente, surtout qu'il y avait beaucoup de gens très jeunes qui jouaient à Call of Duty très tôt, j'en ai fait partie. Bref, ainsi on termine un peu la partie jeux vidéo pour passer directement à la partie télévision. Moi, j'ai pas regardé la télévision quand j'étais petit. Du coup, j'en ai pas vraiment mis beaucoup dans l'iceberg parce que rien me parlait vraiment en fait. La télé, ça me parle pas, mais à vous, ça vous parle beaucoup. Il y a des trucs qui sont revenus tout le temps. Regardez pas mal la télé quand même. Et qu'il était donc du coup important de mentionner. Bon, Il y a toute cette catégorie des PSAs ou des messages d'intérêt général en français. Mais ça, c'est d'une évidence complète. Évidemment, un message t'apprenant qu'il faut pas prendre de drogue va parfois avoir des imageries un peu vénères. Évidemment, les campagnes de prévention de sécurité routière c'était particulièrement violentes, notamment celles qui tournent autour de l'alcoolisme. Il y a des gens qui ont pour boulot de trouver des images très fortes pour t'expliquer à quel point c'est grave, et c'est des gens qui font un taf qui est important, je trouve. Et au vu du nombre de gens
qui m'ont mentionné à quel point ils ont été terrorisés par à chaque fois des spots différents, je me dis qu'ils ont très bien fait leur taf. Parce que moi, même si j'ai pas regardé la télévision, j'en ai vu des PSAs et j'en ai vu que ce soit à travers des interventions à l'école, notamment pour la SSR, ou aussi pour passer du secourisme. Il y a également les pubs pour les accidents. Wesh, on dirait qu'il va lui particulièrement vénère. Il veut lui marave la gueule. Il y a tous les programmes, toutes les particulièrement vénères. Et du coup, ensuite à la télévision, il y a les pubs pour les accidents au travail qui sont particulièrement vénères. Et du coup, ensuite à la télévision, il y a tous les programmes, toutes les séries télévisées qui ont d'un coup mentionné le sujet plus. Mais je veux revoir la scène. Fois des spots différents, je me dis qu'ils ont très bien fait leur taf. Parce que moi, même si j'ai pas regardé la télévision, j'en ai vu des PSAs et j'en ai vu que ce soit à travers des interventions à l'école, notamment pour la SSR, ou aussi pour passer. C'est du secourisme. Il y a également les pubs pour les accidents au travail qui sont particulièrement vénères. Et du coup, ensuite à la télévision, il y a tous les programmes, toutes les séries télévisées qui ont d'un coup mentionné des sujets plus dark et ça a marqué beaucoup de gens. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était Les Malheurs de Sophie qui allait un peu loin dans ses dépictions parfois, qui m'a pas mal marqué quand même. On m'a aussi, mais ça n'a rien à voir, hein, on m'a aussi beaucoup parlé des têtes à claques. Moi, j'ai jamais vraiment trop suivi, jamais trouvé ça non plus très très marrant, mais les designs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils étaient petits, ça les mettait très mal à l'aise. Oui. En vrai, je vois. Mais sinon, et encore une fois, voyez à quel point je brush les sujets. J'ai jamais regardé si ça vous réellement ce genre de contenu. Moi, ça met super mal à l'aise. Genre, à quel moment tu te dis, bah ouais, c'est bien, c'est une bonne idée en vrai. Frère, t'es mal à tronche. T'es très mal à l'aise. En vrai, je vois. Mais sinon, et encore une fois, voyez à quel point je brush les sujets. Hein. Vous me dites si ça vous intéresse en vrai ce genre de contenu. Moi, ça me paraît intéressant d'archiver un peu les trucs que vous m'avez demandé de mettre. Mais il y a tous ces documentaires paranormaux et tout à la télévision dont vous m'avez tous parlé. Et les deux programmes les plus mentionnés, c'était les 30 histoires les plus spectaculaires, les plus extraordinaires. À chaque fois, ça changeait selon les bons vouloirs de la chaîne YouTube qui les diffuse. Et également la soirée de l'étrange. En soi, ils ont fait un bon taf pour fasciner les gens vers le monde de l'étrange. Ce pourquoi ils n'ont pas vraiment fait un bon taf, c'est peut-être sur la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évidemment faux, qui sont présentés de manière fausse, avec des infos fausses, et c'est un peu frustrant parfois. Peut-être aussi que je le regarde avec un œil de quelqu'un qui maintenant a des infos en plus, et que aussi le principe de ces émissions, c'est juste de rêver un peu et de stimuler son imagination. Ces introductions au paranormal pour beaucoup de gens, ça a beaucoup marqué. Et si tu tombes un peu sur une de ces émissions tard le soir, il y a moyen que tu t'en souviennes pendant le restant de tes jours. J'aimerais terminer la partie télévision en parlant d'un dernier truc auquel j'ai pensé en faisant le montage de la vidéo. Ces symboles. Ces indications de limite d'âge, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, c'était un énorme facteur de stress. Je les ai bien suivis, ouais. De fou. J'ai attendu mes 18 ans pour jouer à GTA et tout. Ouais. Je peux pas compter le nombre de fois où j'ai regardé un truc avec écrit -12, -10, parfois -16, et où le simple fait que je regardais un truc un peu interdit m'a juste foutu un énorme stress. C'était encore pire lorsque c'était les rares fois où je regardais un truc sans l'autorisation de mes parents. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui est plus cool, c'est la partie internet. Je sais que les creepypastas en font partie, théoriquement, mais bon. Un truc que j'ai très rapidement mentionné, mais que après j'ai mis de côté, c'est les screamers. Parce qu'on a tous vu un screamer. On a tous vu un de ces jumpscares. Oh non, pas les pubs. Pas cette vidéo. Que ce soit juste pour faire rire, que ce soit la souricière, le maze game. Tout ça, c'est pas très important en vrai. Par contre, moi, un truc qui depuis quelques temps me fascine, c'est les images de screamers. Les images de screamers, elles ont une aura particulière sur internet. Celle-là, celle-là aussi. Et là, on va jouer à mon jeu préféré. Elles viennent d'où ? Genre par exemple cette image de Screamer, vous l'avez forcément vu dans des screamers ou des jeux d'horreur. Elle a été utilisée notamment dans des gifs, des vidéos, etc. juste pour surprendre des gens. Il s'agit d'une version déformée et éditée d'une image stock Getty Images de 1998 par Gandhi Vazan qui était inspirée à la base du Creed Munch. L'image a ensuite été éditée par un mec qui s'appelle J. Bill McCarthy afin de créer son propre screamer What's Wrong With This Picture qui date de 2002 et qui se propageait par mail. Vous pouvez retrouver une archive de ce à quoi ça ressemblait sur YouTube. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre, hein. On met une image où il n'y a rien de particulier, on dit hey, trouve ce qu'il y a d'étrange avec cette image. Et en réalité, il n'y a rien, il y a juste un screamer à un moment, parce que ça attire ton attention et elle est supprimée très rapidement. Il y a aussi cette image
qui s'appelle Make Me Cute, qui est une image qui est tournée dans des screamers, des channels de discussion, et qui est une des images creepy d'internet les plus mémorables et les plus importantes. Elle est devenue particulièrement célèbre en Occident à cause d'une page Facebook en 2015 du nom de Aenobarbus Aside. Il y a des rumeurs qui disaient à l'époque que cette page envoyait à des utilisateurs des coordonnées incompréhensibles, des phrases dans des langues inconnues, du gore extrême et également, dans certains cas, de la pédophile. Donc ouais, c'est assez sérieux et apparemment il y a eu des cas de cyberharcèlement, mais vis-à-vis de tout ce qui est envoi de contenus véritablement illégaux, semblerait que ce soit juste une rumeur. J'ai eu aucune confirmation vis-à-vis de ça. Mais maintenant, rien n'est prouvable depuis sa suppression. Donc du coup, cette image, c'était la photo de profil de ce compte, de Aenobarbus Aside. Et depuis, c'est une image qui est devenue hyper utilisée, notamment aujourd'hui, elle est encore utilisée sur Roblox, de ce que j'ai vu, mais elle a été utilisée tellement de fois dans des screamers, des jeux d'horreur. Et elle est en fait basée sur cette image, datant d'environ 2005. On ne sait pas vraiment d'où elle vient. Il s'agirait d'une vieille poupée japonaise un peu abandonnée. Dans un thread datant de 2007 sur le site 2channel, l'ancêtre japonais de 4chan, un thread a été réalisé avec un concours de Photoshop dont l'objectif était de rendre plus mignonne cette photo, donc celle du screamer, et c'est à ce jour la plus vieille apparition de cette image que l'on connaisse sur internet. Encore aujourd'hui, personne ne sait qui a vraiment créé cette image, mais également personne ne sait d'où viennent ses yeux et cette bouche, on sait juste que c'est basé sur la photo de la poupée. C'est devenu un massif mème sur 2channel avant de devenir un membre du paysage horrifique international. Je pourrais continuer longtemps et vous parler de tellement d'images de screamers, notamment celle-ci qui est très connue, The Grinning Man, qui est en fait basée sur une image d'un roux qui sourit. Mais je pense qu'à ce niveau-là, je vous ai déjà perdu. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale, on trouve l'origine des images qui vous ont terrifié quand vous êtes je trouve ça très marrant. En vrai, je suis chaud. On sait toujours pas d'où vient cette image, celle de Jeff the Killer. On sait toujours pas. Voilà. Il y a notamment Moodhard de la chaîne Some Ordinary Gamers qui propose 10 000 $ à quiconque arrivera à trouver cette image. Donc, si vous avez du temps, pourquoi pas? Pour continuer sur la partie internet, il y a tout ce qui est vidéo et évidemment il y a des trucs que j'ai pas mentionné. Alors j'ai pas mentionné tellement de vidéos gore et extrêmes connues du web parce que je voyais pas trop l'intérêt d'en mentionner beaucoup parce que je commence à prendre conscience de l'effet stressant du fait qu'il faut pas donner envie aux gens d'aller regarder des machins. Il y a un truc que je me sens ok de mentionner et que j'avais pas mentionné dans l'iceberg parce que je me suis dit que c'était bateau et que tout le monde s'y attendait, et c'est principalement parce que tout le monde sait ce qu'il y a dans cette vidéo et que vraiment ça sert à rien d'aller la regarder. C'est Two Girls One Cup. Évidemment je l'ai pas mentionné, tout le monde sait ce que c'est et c'est juste dégueu, voilà, j'avais juste pas envie d'en parler quoi. Quand j'avais parlé de Bloody Mary, j'aurais pu parler d'autres trends et de challenges vis-à-vis de l'horreur et du paranormal qui se propageaient sur internet, qui étaient plus récents. Notamment, j'aurais pu parler du Charlie Challenge. Moi, quand ça a popé, j'étais au collège. Pour ceux qui s'en souviennent pas, tu posais je m'en souviens. J'ai jamais fait. Je trouvais ça nul. Posé sur une feuille quadrillée avec un oui ou un non. Tu posais une question au démon Charlie et certaines personnes voyaient le crayon tourner d'un coup et pointer une des réponses. En réalité, c'était tout le temps du vent ou le souffle des gens qui posaient la question. C'est vraiment tout le temps. Et c'est pas faute d'avoir essayé. J'aurais pu aussi mentionner d'autres trucs vraiment pas marrants. Et là par contre c'est un truc qu'un jour je mentionnerai, c'est tout ce qui est messagerie aléatoire. RandoChat, Coco.fr, tous ces sites d'ultra merde qui possèdent une quantité astronomique de voilà. Dans un monde idéal, personne ne va sur ces sites et ils ferment. Parce qu'il y a énormément de problèmes avec ces sites et énormément de problèmes de modération et de délinquance. Comme preuve, je sais plus comment il s'appelle le site. Le site, tu sais, où tu mettais ta cam, qui a fermé il y a pas longtemps, là. Et du coup, il y avait beaucoup de problèmes de pédophilie, de trucs comme ça, quoi. Et du coup, ça a fermé parce que c'est pas modéré et qu'il y avait beaucoup de plaintes à ce niveau-là. J'ai oublié le nom du site. J'ai pas le nom du site, mais voilà, vous connaissez. Et je voulais terminer de manière toute simple sur un sujet que j'ai complètement survolé et qui pourtant me fascine depuis quelques temps et qu'un jour je mentionnerai. C'est les jeux Flash. Les jeux Flash aujourd'hui, c'est quasi mort. En effet, Flash... Omegle, c'est ça. C'est Omegle. C'est Omegle qui a fermé... Je sais pas si ils ont fermé ou s'ils ont annoncé la fermeture pour la fin d'année. C'est... Soit ils ont fermé, soit ils ont annoncé. J'écris trop vite, ça saoule. Omegle! Omegle. Comme ta gueule. Pardon. Bref.
a arrêté de fonctionner, mais il y a toujours des systèmes qui permettent de faire jouer des jeux Flash anciens sur internet. Il y a aussi des jeux qui sont codés en HTML5 je crois, qui du coup fonctionnent encore et qui peuvent encore être développés, mais concrètement tout ce pan du gaming des années 2000 est en train de disparaître. Et en fait, ce qui était fascinant avec les jeux Flash, c'est que les jeux Flash qui fonctionnaient, c'était des jeux qui étaient créés par des petits créateurs. Adobe Flash, c'était accessible à tout le monde, ça rendait le développement accessible à tout le monde. Et autant je trouve ça trop cool, autant avec ma chaîne, vous savez que quand un truc est accessible à tout le monde, c'est aussi accessible aux gens un peu tordus. Que ce soit des simulations de torture qui peuvent parfois aller jusqu'à l'extrême gore, que ce soit des screamers bien vénères, ou alors des jeux un peu racoleurs où tu joues le chirurgien avec des personnages de dessins animés. Il y a énormément de jeux Flash qui vous ont marqué et vous me l'avez bien fait savoir. Il y a également des jeux Flash qui ont été réalisés et qui étaient faits pour capitaliser sur des véritables tueries de masse dans les écoles. C'est arrivé plusieurs fois et mon Dieu qu'à chaque fois c'était fait par des gens légitimement dangereux qui sont révélés, au-delà d'être des edgelords, être des véritables dangers. Et toute la communauté jeux Flash, ça a inspiré donc la communauté également Newgrounds, et la quasi-totalité des parodies horribles de jeux vidéo etc. en animation que j'ai pu montrer dans la première partie, donc dans l'iceberg, ont pour origine la culture Newgrounds, cette culture un peu extrême du début des années 2000 où il n'y avait pas encore vraiment de limite. Et ça a amené tellement de créateurs véritablement tordus à percer, des contenus qui sont pas spécialement les plus graves à regarder, mais qui, quand tu es jeune, sont un peu extrêmes. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour moi, c'était juste un petit bol de nostalgie et de petits trucs sympas. Dites-moi j'ai bien ce que aimé. vous en pensez sincèrement, parce que je trouve que, évidemment, là, je vais vraiment pas en détail sur les sujets et ça ressemble plus à du listage. Moi, ça m'a fait plaisir. C'était une toute petite vidéo, voilà, en attendant le Finding 100 et en attendant aussi la sortie de l'album. On verra ce que j'arriverai à en faire au montage, hein. Peut-être que ça sortira pas, peut-être que ça sortira. Évidemment, là, j'ai mentionné surtout des petits trucs, des trucs un peu anecdotiques, des trucs qui nous ont fait peur, soit parce que c'était logique, soit à cause de petits détails anecdotiques. Et je trouve que ces expériences d'horreur jeunes, elles sont hyper importantes pour la construction. Et qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pu mentionner, notamment dans l'iceberg, qui sur le moment, je dis, c'est terrifiant, mais qui en vrai sont hyper importants pour le développement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi vos retours. Et à la prochaine. Et si ce genre de vidéo un peu plus posée, simple, avec un montage plus simple et moins de détails vous plaît, ben dites-moi, parce que c'est des vidéos qui sont un peu plus simples à faire et que je peux faire entre quelques findings. Bisous à vous, à la prochaine. À la prochaine. Non, ouais, j'ai bien aimé. J'aime bien. Il est où l'interrupteur? Ah mais non. Si. C'est-à-dire je vais faire avec mon portable, mais j'ai pas la config. Merde, je l'ai mis où mon interrupteur? Je cherche mon interrupteur, posez pas de questions. Ah, attendez, je reviens. Wow. C'est bon, je suis là. Voilà. Ça va, le micro se barre pas trop. Bon, bah voilà. J'ai un autre truc à réac, mais on va pas le faire aujourd'hui, je suis trop fatigué. Attends, ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ok. Du coup, le seul truc qui reste, c'est ça. Je vais vous montrer. Qu'on regardera, je pense, dimanche prochain. DreamWorks est ruiné quand même. Enfin, la section jeu. J'étais à 14 minutes parce que je... Attends. Ouais, normalement c'était... Je crois que c'était parce que je pensais avoir déjà vu la vidéo, mais en fait non. Je sais plus, mais en tout cas, je l'ai pas regardé. Du coup, vu qu'elle dure longtemps, 1h28 minutes et 54 secondes, bah du coup on va la regarder dimanche prochain. Voilà. Bon. Du coup, voilà. Nous, on va se laisser. On va se dire... Ah, en vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sortirai le planning demain. Attends. Est-ce que... Je peux peut-être vous dire pour demain... En fonction... Ah non, du coup, ouais, ok.
Voir les réacs. Ok. Bon, du coup, pour la semaine, le seul truc dont je suis sûr, et certain, n'est-ce pas, c'est que du coup, mercredi, on va faire du For the King. Jeudi, merde. Putain, j'ai oublié le nom du jeu, qu'est-ce que cette merde. Lord of the Fallen, voilà. Du coup, mercredi, For the King. Jeudi, for Lord of the Fallen. Fatigué, laissez-moi tranquille. Et puis voilà. C'est les seules choses dont je suis sûr. Et dimanche aussi. Du réac. Du coup, c'est sûr. Et on va regarder cette vidéo d'1h30. Du coup, il y aura minimum 1h30 des réacs. Du coup, à peu près 2 heures. On va tourner autour de 2 heures de live. Et puis voilà. Voilà. Sinon, bah, rien de spécial. Hein, Ouais. À la base, il y avait 2 jeux que je comptais faire après, début de cette semaine. Mais au final, je reprends le travail. Je commence tôt. Parce que du coup, il y a eu un changement de planning. Il y a quelqu'un qui est malade. Du coup, je suis pas au même poste. Bref. À la base, je devais commencer à 9h30. Du coup, tous les jours de la semaine. Au final, je commence à 6h30. C'est pas la même chose. Je vais pas vous mentir. Et j'aimerais bien dormir. Du coup, les streams sont plus courts. Mais je peux pas les commencer plus tôt parce que je suis pas tout seul. En tout cas, mercredi et jeudi. Peut-être un moment, quand je commence à 6h30, je pourrais faire des streams où je commence à 19h. Je verrai. À voir. Bref, nous on se dit. Je sais pas quand. Si, je sais exactement quand. On se dit à demain sur Discord pour le planning. Et du coup, là, vous pourrez voir quand je serai en stream, simplement. Du coup, je sortirai le planning demain. J'oublierai pas d'appuyer sur entrée cette fois-ci. Promis. Je me suis mis un petit rappel sur mon téléphone au cas où. Le stream. Le planning. Ouh, la fatigue. Le planning sortira demain, après-midi, plus fin d'après-midi, pour le coup. Non, je pense. Pire des cas, vous activez les petits, vous activez les pings. Vous activez les notifications sur le téléphone. Voilà, du Discord. Dans tous les cas, je fais un petit ping everyone. Voilà, avec un anglais incroyable. Et du coup, nous, on se dit à demain pour du planning. Allez, ciao. J'ai hâte de faire du For the King quand même. Et plus d'1 heure cette fois.